Chers élèves, vous qui me regardez présentement à la maison ou qui m'écoutez maintenant sur la radio nationale, je vous dis bienvenue sur l'ERTM dans l'émission En classe. Je suis devant vous ce matin pour présenter une leçon de sciences naturelles dans une classe de 9e année. Mais avant de présenter la leçon d'aujourd'hui, je vais faire un petit rappel. Si vous vous rappelez bien, l'autre jour, on a vu la leçon, la digestion. Dans cette digestion, on a parlé, qu'est-ce que c'est que la digestion? On a dit, est-ce que la digestion, c'est en une étape ou bien en plusieurs étapes? À ces deux questions, je vais répondre avec vous que la digestion, c'est l'ensemble de transformations mécaniques et chimiques qui décomposent les grosses particules des aliments en petites particules pour qu'elles puissent traverser la paroi des cellules. On l'a dit l'autre jour, il faut que vous gardiez ça dans la tête. On a dit aussi que la digestion, elle se fait en plusieurs étapes, notamment au niveau de la bouche, notamment au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle. Donc, aujourd'hui, avant de passer à la leçon d'aujourd'hui, vous devrez vous rappeler de ces notions sur la leçon de la digestion. La nouvelle leçon que je vais présenter aujourd'hui, c'est le sang. Et le plan, on a d'abord en A, on aura la composition du sang frais. En B, la composition, la coagulation du sang. Et en C, on va parler de quelques anomalies du sang et la transfusion sanguine. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande après cette leçon? C'est-à-dire, après cette leçon, vous, à la maison, vous devrez être capable, partout où vous allez vous trouver, d'identifier les éléments constitutifs du sang frais, de décrire les différents éléments du sang frais, de citer les propriétés et les rôles des éléments du sang frais, expliquer la coagulation, citer quelques anomalies du sang et pouvoir expliquer la transfusion sanguine. Alors, vous qui me suivez à la maison, je suis sûr qu'il vous est arrivé une fois au moins dans votre vie de vous blesser ou de voir un camarade blessé avec une ouverture, une plaie ouverte. Alors, qu'est-ce que vous remarquez en ce moment? Vous remarquez que de cette plaie, il sort un liquide rouge. Ce liquide rouge n'est autre chose que le sang et qui est aujourd'hui le titre de notre leçon. Donc aujourd'hui, notre leçon va porter sur le sang. Et qu'est-ce que c'est que le sang? Le sang, c'est un liquide. Il est dans notre corps. Nous ne le voyons que lorsqu'il y a une blessure ouverte, une blessure profonde et ouverte, que nous allons voir le sang. Et ce sang, il est présent des caractéristiques. Si vous prenez, vous mettez une goutte de sang entre deux doigts, vous voyez que ça colle. Et je ne sais pas si vous avez eu l'habitude, chers élèves, une fois, de tenter de goûter votre propre sang. Vous allez tout de suite comprendre, vous allez toujours sentir le goût salé. Donc le sang, on peut résumer en disant que le sang est le liquide rouge qui sort de notre corps en cas de blessure profonde, qui colle à la main, qui est visqueux, qui est trouble et qui a une saveur salée. Une saveur salée. Alors, en grand A, nous allons voir la composition du sang. On a dit que le sang, c'est un liquide, c'est vrai. Alors, pour voir quels sont les éléments qui s'y trouvent, on passe par deux petites expériences. La première expérience, voici le schéma ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une observation microscopique. Avant de parler de ça, il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est que le microscope. Le microscope, c'est un appareil qu'on utilise pour pouvoir détecter les éléments dont l'œil nu ne peut pas nous permettre de voir. Donc, nous allons travailler avec ces microscopes. Et comment? On va prélever une goutte de sang
Chacun peut faire ça, mais il faut faire avec précaution. Vous prenez une aiguille que vous allez flamber d'abord, c'est-à-dire que vous allez brûler la seringue, vous allez nettoyer avec de l'alcool. La partie que vous voulez piquer, vous nettoyez soigneusement avec de l'alcool pour ne pas que vous contaminiez la personne en inoculant à travers cette opération des microbes dans son sang. Donc vous allez prélever une goutte de sang. Qu'est-ce qu'on fait avec cette goutte de sang? On place entre la lame et la lamelle d'un microscope et on se met à visionner, à regarder. En regardant attentivement, ce schéma, cette figure, ressort de cette observation. Vous voyez que sur cette figure, vous avez des éléments qui n'ont pas la même forme. Vous avez ici un élément qui est rond. Vous voyez ici un autre élément plus gros et avec une teinture à l'intérieur. Donc vous avez du violet à l'intérieur. Et l'ensemble de ces éléments, vous voyez qu'au fond, vous avez un fond qui est là. Donc, cela nous amène à nous dire quels sont ces éléments. Les éléments qui ont la forme ronde, qui sont colorés ici en violet, de forme ronde, ont été identifiés et appelés les globules rouges ou hématies. Vous voyez ici la grosse cellule qui est là et qui présente quelque chose au centre qui ressemble à un noyau. Il a été identifié et cette cellule, a été appelée globule blanc ou leucocyte. L'ensemble de ces cellules, qu'on appelle les cellules sanguines, sont en train de baigner dans un liquide. Vous voyez, le fond ici, c'est un liquide. On voit ça au microscope. Baigne dans un liquide et ce liquide-là est appelé le plasma sanguin. Donc, cette expérience nous montre quoi? Elle nous dit ici déjà que le sang est constitué, le sang frais est constitué essentiellement de 3 éléments qui sont les globules rouges, les globules blancs et le plasma. Une deuxième expérience, ça c'est l'expérience de la sédimentation. Qu'est-ce qu'on fait? On recueille toujours du sang frais, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit empêcher ce sang de se transformer en solide. Pour le faire, pour le garder frais, on ajoute des substances telles que l'addition de l'oxalate d'ammonium, du citrate de sodium et les mamans peuvent ajouter souvent du vinaigre. On laisse ce sang, vous voyez ici, ce sang, il a l'aspect uniforme dans le premier tube. On le laisse quelques instants, vous voyez ce que ça nous donne. Ça nous donne ici, dans le tube qui est là, 3 éléments qu'on peut voir nettement parce que à partir de la coloration déjà, vous avez ici le rouge, au milieu vous avez une petite pellicule blanche et en haut vous avez du jaune. Ces couleurs montrent effectivement qu'il y a 3 éléments. 3 éléments, s'il y a eu une sédimentation, c'est-à-dire le dépôt des éléments les uns sur les autres, ce dépôt ne se fait pas au hasard. Il se fait selon la densité des éléments. Les plus lourds vont se déposer au fond et les plus légers se trouveront en haut. C'est ainsi que la partie rouge, quand on fait un examen microscopique de la partie rouge, l'examen là nous conforte dans la première logique parce qu'il va nous amener à conclure que tous les éléments qui sont là sont des globules rouges. Et la petite pellicule blanche qui est là est constituée essentiellement de globules blancs et la partie jaune que vous voyez, c'est le plasma sanguin. Donc ces 2 expériences nous montrent effectivement que la composition du sang frais, c'est d'abord un liquide dans lequel baignent les cellules sanguines, les globules rouges ou hématies et les globules blancs ou leucocytes. Description. Alors, on a trouvé les éléments. Pour dire avec certitude que nous sommes en présence d'un globule rouge ou bien d'un globule blanc, on regarde attentivement au microscope. Cette observation montre que les globules rouges, d'abord, ont une forme ronde. Ils ont une forme ronde. Et à l'intérieur, au centre, nous sentons l'absence de noyau. Donc, c'est des cellules anucléées de forme ronde. Première grande caractéristique de ces cellules, c'est
il y a un pigment à l'intérieur qui est appelé l'hémoglobine et c'est ce pigment dont la couleur rouge se transmet au sang. Les globules blancs. Les globules blancs, si vous avez remarqué sur les deux schémas qui viennent de passer, les globules blancs sont beaucoup plus gros que les globules rouges. Et la partie foncée que vous voyez à l'intérieur sur le schéma passé, cette partie est assimilée au noyau. Donc les globules blancs, à la différence des globules rouges, présentent un noyau. Et les globules blancs sont beaucoup plus gros que les globules rouges. Alors, les globules blancs, on a vu que les globules blancs sont de plusieurs catégories. Quand nous regardons ici, nous voyons que, regardez ici, sur ce dessin, vous voyez cette partie, vous voyez bel et bien que le noyau de ces globules n'a pas la même forme que le noyau de ces globules et ici aussi. Donc, les globules blancs ont été catégorisés. Première catégorie de globules blancs, ce sont les globules blancs dont le noyau est divisé en lobes. Ils sont appelés les polynucléaires. Vous voyez ici cette cellule qui est le globule blanc. Il a un noyau rond, mais présente des grains. Donc c'est un noyau granuleux. Il est appelé le globule, vous voyez ici, vous voyez bel et bien ici. Donc lui, il est appelé lymphocyte. Et l'autre qui a un noyau rond, mais à absence de grains, il est appelé monocyte. En récapitulant, on a trois catégories de globules blancs. Vous avez les polynucléaires avec un noyau divisé. Vous avez les monocytes qui ont un noyau sans grains. Et vous avez les lymphocytes qui ont un noyau avec grains. Propriété. Les globules rouges ont une propriété principale, c'est le fait de pouvoir se combiner au gaz dissous dans le plasma. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un milieu riche en oxygène, on a dit que les globules rouges contiennent un élément qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine va se combiner à l'oxygène pour donner l'oxyhémoglobine. Lorsque nous sommes dans un milieu où il y a le gaz carbonique, l'hémoglobine va se combiner au gaz carbonique pour donner la carbohémoglobine. Les globules ont un rôle de transport des gaz respiratoires. Propriété, c'est combiner au gaz. Rôle, transport des gaz respiratoires. Les leucocytes, qui sont les globules blancs, ils ont ce qu'on appelle trois grandes propriétés. Ils sont capables de se déplacer, c'est la mobilité. Ils sentent la présence d'un corps étranger dans l'organisme, donc ils sont sensibles. Et enfin, les globules blancs ont la possibilité de sécréter des substances, c'est ce qu'on appelle ici la propriété de sécrétion. Chacune des propriétés donne des avantages à ces cellules-là. Le fait d'être mobile permet à ces cellules de traverser même la paroi des capillaires et c'est ce phénomène-là qu'on appelle la diapédèse. Le fait de sécréter des substances, les globules blancs ont la capacité d'englober les particules solides et les microbes, les digérer à partir des sécrétions et le fait de les englober et de les digérer, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Le plasma sanguin. Le plasma sanguin, comme on l'a dit, c'est un liquide jaune qui a principal rôle le transport des substances nutritives et en même temps, c'est le lieu où les déchets transitent. La coagulation du sang. Qu'est-ce qu'on fait dans cette coagulation? Voici l'expérience. Vous avez deux récipients. Le premier récipient, vous avez du sang rouge, voilà le sang A, et quelques instants plus tard, le sang qui se trouvait dans le récipient, vous le voyez quelques instants plus tard. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le sang, au départ, il a l'aspect homogène. Vous le voyez. À partir de là, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs éléments. Alors, c'est cette deuxième phase, quelques instants plus tard,
que nous allons nous rendre compte que le trouble qui est là, c'est-à-dire que l'apparence d'homogène qui est là, ce n'est qu'une apparence. Parce que plus tard, on voit qu'il y a effectivement 3 grandes parties. Une partie ici rouge, surmontée d'une petite pellicule et surnage un liquide jaune. La partie rouge qui est là, dans la vie pratique, chers élèves, quand papa tue par exemple un mouton lors de la tabaski, quelques instants, si vous revenez voir là où le mouton a été égorgé, vous voyez effectivement un solide rouge comme ça. Ce solide rouge là, vous le voyez là où on a égorgé le mouton. Ça veut dire quoi? Et pourtant, le sang, au moment où on l'égorgeait, il n'y avait pas la présence de ce solide. Donc, le fait d'être à l'air a amené des transformations. Et c'est les transformations-là qui ont abouti à la formation de cette masse rouge qui est là, qui tremble même. Vous avez l'impression que la masse là, elle tremble. On dit que c'est une masse tremblotante. Alors, la formation de cette masse-là, c'est ce qu'on appelle la coagulation. Cette coagulation, comment elle se fait? Elle se fait parce que dans le plasma sanguin, il y a une substance qu'on appelle le fibrinogène, qui est une protéine. C'est ce fibrinogène, lors de la coagulation maintenant, qui va être transformé grâce à des enzymes, grâce à des diastases, qui va être transformé. Et cette transformation va donner maintenant la masse qui est là. Et en dessous, sur la masse, directement, vous voyez la pellicule qui est là. Et au fond, vous avez un liquide jaune. Mais quelle est la différence entre ça et l'expérience de la composition du sang frais? Ici, il y a 3 parties évidemment. Mais la première partie, c'est un solide, contrairement au cas du sang frais. Et la deuxième partie qui est là, c'est la même chose que lorsque nous avons fait le cas du sang frais. Et le liquide jaune qui est là est différent du liquide qu'on a retrouvé dans le cas du sang frais. Ici, le rouge qui est là, il est appelé le caillot. L'examen microscopique montre que le caillot est constitué essentiellement de globules rouges démassés. La partie qui est là, c'est la couenne. La couenne, elle est constituée de globules blancs. Et le liquide jaune qui est là est appelé le sérum. Le sérum provient de l'expulsion du caillot d'un liquide qu'on appelle, qui donne son nom, le sérum. À la différence du plasma, ici nous avons 3 choses. On a le caillot, on a la cayenne, on a le sérum. Mais du point de vue constitution, nous retrouvons les globules rouges, nous retrouvons les globules blancs, mais la différence ici, c'est qu'on n'a plus le plasma, mais on a le sérum. Si vous voyez ce petit dessin, ce dessin montre effectivement que dans la partie qui est là, c'est les globules rouges. Mais qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression, en regardant cette figure, que les globules sont emprisonnés. Vous voyez ici des filaments comme si on avait une toile d'araignée. Ces filaments proviennent effectivement de la transformation du fibrinogène en fibrine cette fois-ci. C'est une autre substance qui apparaît ici, qui est appelée la fibrine. Et le fibrinogène, il est soluble. La fibrine est insoluble. C'est pourquoi quand vous lavez un caillot de sang, vous voyez même des filaments. Donc, la coagulation, c'est la transformation du fibrinogène en fibrine. Quelques maladies là, du sang et la transfusion sanguine. Au Mali, ici, vous entendez souvent dire qu'il y a des personnes, quand elles se blessent, difficilement le sang s'arrête. Difficilement le sang s'arrête. Et vous voyez aussi que vous avez des camarades qu'au moindre effort, ils s'essoufflent. Ils s'essoufflent. Pourquoi? Parce qu'il y a des anomalies au niveau de leur sang. Première anomalie, c'est l'anémie. L'anémie, c'est quoi? C'est l'absence d'hémoglobine dans le sang. Or, si l'hémoglobine n'est pas dans le sang, ça veut dire que le corps qui a besoin de l'oxygène, et l'oxygène venant de l'hémoglobine, et l'hémoglobine servant à l'oxygénation du corps, si le sang est pauvre en hémoglobine, vous voyez que ces gens-là, ils auront des difficultés. On a dit qu'il y a des personnes dont il est difficile d'arrêter l'hémorragie. C'est des gens qui souffrent
effectivement d'une anomalie qu'on appelle l'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie du sang qui est caractérisée par le défaut de coagulation. Ça, c'est très dangereux. Les personnes qui présentent ça, il faut avoir peur qu'elles ne se blessent parce que c'est difficile d'arrêter l'hémorragie. Difficile d'arrêter l'hémorragie. Et si elle est très grande, donc il y a de gros risques que la personne rende l'âme. Parce que si vous n'êtes pas près d'un centre de santé, où il y a des spécialistes qui vont prendre cette personne en charge, elle court un gros danger. La transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est lorsque vous donnez le sang d'une personne A à une personne B. Cela se fait dans des conditions particulières. Lorsqu'il y a par exemple un accident grave, une personne a perdu beaucoup de sang. Et il y a des anomalies qu'il faut corriger en apportant le sang d'une personne à une autre. Cette action de donner le sang, d'introduire le sang d'une personne à une personne B, c'est ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Mais cette transfusion ne se fait pas au hasard, elle obéit à des règles, elle obéit à des principes. Pour qu'elle se réalise, il faut d'abord qu'on fasse votre groupage sanguin, qu'on sache de quel groupe vous êtes. Et il y a eu 4 groupes. Les spécialistes ont trouvé 4 grands groupes. Le groupe O ou 0, le groupe A, le groupe B et le groupe AB. Comment est-ce que la transfusion est possible? Regardez le schéma qui est là. Ce schéma montre les possibilités de transfusion. Donc, le groupe O, vous le voyez, il est capable de donner à A. Le groupe O, il est capable de donner à B. Le groupe O, il est capable de donner à AB. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le groupe A donne à AB, le groupe B donne à AB, mais il n'y a pas de flèche entre A et B. Ça veut dire que A ne peut pas donner à B et B ne peut pas donner à A. Pourquoi? Parce que dans le sang de A, il y a une substance qu'on appelle l'anti-A, c'est une agglutine qu'on appelle l'anti-A, l'anti-B, pardon. Lorsque vous mettez le sang de A dans la personne qui est du groupe B, au lieu que ça fasse du bien, ça va plutôt causer des dommages. C'est pourquoi vous ne voyez pas de flèches entre A et B. Mais O, qui a la possibilité de donner à tout le monde, est appelé le donneur universel. A qui a la possibilité de recevoir de tout le monde, de tous les groupes, il est appelé le receveur universel. On va terminer maintenant par les questions d'évaluation parce qu'une leçon, elle est faite pour que vous puissiez après pouvoir répondre à certaines questions. Notamment, cite les constitutions du sang frais, cite 2 propriétés de leucocytes, cite 2 anomalies du sang, définit la diapédèse et la phagocytose. Chers élèves, vous qui me suivez, je ne doute aucunement qu'après cette leçon, vous serez en mesure de répondre à ces questions. Sur ce, chers élèves, je vous remercie de votre attente, je vous remercie de votre écoute et j'espère qu'on va se retrouver une prochaine toujours sur les antennes de l'ORTM, télé et radio. Merci et à la prochaine.